Oui, bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous si vous nous rejoignez maintenant. On est toujours à Place Bellecour aux Pyramides solidaires de Handicap International. Nous sommes sous la tente VIP qu'on appelle là où on reçoit un peu les personnels d'Handicap International et de nos combats. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marc, je te présente plus en tout cas pour ceux d'Handicap International, tu es un peu une figure historique de l'association. Tu as été directeur du plaidoyer dans les années 2000, tu as été directeur de Handicap International France, Oui. tu as rejoint l'Institut, c'est-à-dire l'organisme qui est au sein d'Handicap International questionne toutes les questions d'éthique et là, tu es maintenant en charge de la communication interne d'Handicap International et tu as une vue depuis très longtemps sur nos combats, les combats contre les mines, contre les bombes à sous-munitions. Et on va revenir sur les mines personnelles qui nous ont valu le prix Nobel, d'être co-prix Nobel en 1997, la même année où on arrive à faire adopter le traité d'Ottawa d'interdiction des mines par les États, et qui va rentrer en vigueur 2 ans plus tard. Et moi, j'ai envie de revenir à cette période-là, des années 90. Quel a été pour toi le moment qui t'a fait comprendre que les choses changeaient, que là, on allait avoir une victoire, une vraie victoire politique avec ce combat contre les mines? Alors, il y a sans doute beaucoup d'étapes, mais il y a un moment très important, c'est lorsqu'on a obtenu que, dans le cas du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a une saisine par un État membre, la France, pour dire il faut rediscuter du problème des mines antipersonnelles. C'est quand on a réussi à saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Exactement. Ce qu'on est arrivé à faire jusqu'à maintenant. C'est toujours très compliqué. Toutes les discussions autour de l'armement se font dans un cadre précis à Genève et ce sont donc un certain nombre d'États qui décident quand une arme est conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle respecte les conventions de Genève ou ne les respecte pas. Et pour nous, Handicap International avait une dizaine d'années à l'époque, puisqu'en 92, il fallait absolument changer l'avenir des gens en disant on ne peut pas continuer à sauver des gens des mines antipersonnelles si on continue à les utiliser. Sauf que bien sûr, tous les États disaient laissez-nous faire, il n'est pas question de toucher à cette arme, tout va très bien. Et donc il fallait avoir une saisine d'un État. Et au Conseil de sécurité, on savait bien que ce ne serait pas les États-Unis, ce ne serait pas la Chine, ce ne serait pas les Britanniques. Et donc, on a dit, nous on est en France et peut-être qu'on pourrait obtenir du président de la République de l'époque, François Mitterrand, une saisine sur la question. Et c'est par l'intermédiaire de sa femme, Danielle Mitterrand, qui avait sa fondation France Liberté, qui était venue sur les pyramides de chaussures à Paris, et Jean-Baptiste Richardier, notre cofondateur que tout le monde connaît bien, lui en avait parlé, elle a dit « Je vous promets que j'en parlerai à François Mitterrand ». Et effectivement, quelques temps après, François Mitterrand était au Cambodge. On est en quelle année à peu près? 91, 92, oui. Je crois. Je ne suis pas sûr de mes chiffres, de mes dates. Et en tout cas, François Mitterrand a dit, pendant sa visite officielle au Cambodge, d'ailleurs, je demande, parce que le Cambodge était un pays miné parmi les pays les plus pollués du monde. Et puis c'est la fin de la guerre civile au Cambodge. Bien sûr. sûr. Un peu le début de la fin. En disant... je vais saisir donc le Conseil de sécurité en tant que membre de ce Conseil pour que l'on aborde la question des mines antipersonnelles. Et là, on savait que les choses allaient s'enclencher. Alors pourquoi on savait que ça allait tout changer, que le Conseil de sécurité, qu'est-ce que ça change vraiment? Eh bien, il fallait que quelqu'un exige dans les accords de Convention de Genève de réaborder la question de cette arme particulière en disant des mines antipersonnelles, est-ce qu'elles sont respectueuses du droit international humanitaire ou pas? Et il fallait que nous, bien sûr, on fasse la démonstration que non, et on l'a fait. Donc ça a été 5 années de négociations difficiles. On a quand même eu des résultats fabuleux, parce qu'il faut rappeler qu'on a fédéré dans la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles plus de 1400 associations dans le monde qui organisaient des événements partout. Et nous, en France, comme ailleurs en Europe, on organisait nos premières pyramides de chaussures, il y a 27 ans. En 95. En 95, en disant, voilà, amenez vos chaussures pour dire votre indignation, parce que les chaussures sont inutiles quand on a perdu ses pieds sur une mine antipersonnelle, et les choses se sont engagées. Donc on a mobilisé les citoyens avec un succès fabuleux. À Lyon, bien sûr, en particulier, c'est notre ville mère, notre ville d'origine, mais aussi après à Paris et partout en France. On a jusqu'à 42 pyramides en France
Et à chaque fois, on avait toujours plus de gens qui nous soutenaient. Tu sais pourquoi ça a autant parlé aux gens? Parce que c'est vrai qu'on Oui. s'en rappelle à Handicap, que vraiment il y a eu une mobilisation très très large. Oui, parce que je pense que les mines antipersonnelles, ça parle à tout le monde. Tout le monde a vu les films de la guerre où on voit le soldat qui a le pied sur la mine et qui transpire parce qu'il sait que s'il soulève son pied, ça explose. Tout le monde sait que pendant la guerre, on a utilisé beaucoup de mines antipersonnelles. Donc c'était un sujet qui était proche du quotidien de chacun. Et puis surtout, me semble-t-il aussi, cet caractère scandaleux de cette arme qu'on appelait la guerre des lâches. C'est-à-dire on laisse des mines antipersonnelles, elles vont vivre pendant des décennies dans le sol, enfouies, et c'est la victime qui va la déclencher. C'est pas quelqu'un d'autre. Et donc ça, pour tout le monde, c'était scandaleux. Et de voir tous ces enfants mutilés... Parce que ce sont des enfants, principalement, très souvent, qui sont victimes. Qui sont victimes des mines antipersonnelles. Donc la mobilisation s'est faite, et après, le processus s'est accéléré, et puis, tu l'as rappelé, un jour, on entend parler de peut-être que la campagne internationale pour l'interdiction des mines pouvait être dans les finalistes de l'obtention du prix Nobel de la paix. C'était irréaliste, irréel, en disant comment une campagne, c'est pas un monsieur ou une dame qui a fait quelque chose de bien, une campagne mondiale. Et la nouvelle est arrivée, la campagne internationale, dont nous étions cofondateurs, était lauréate du prix Nobel de la paix. Et ça a été, pour nous, pour Handicap International, une reconnaissance internationale, vraiment de dire, finalement, ils ont décidé de le faire, ils y sont arrivés. Claude Simoneau, l'autre cofondateur, quand on lui demandait « mais pourquoi vous avez fait tout ça ?» il répond toujours « on nous avait dit que ce n'était pas possible, alors on l'a fait ». Et pour moi, c'est promesse tenue vis-à-vis des Cambodgiens, des origines, mais aussi ailleurs dans le monde. On va en finir avec les mines antipersonnelles. Elles sont interdites de fabrication, de commerce et d'usage. Et aujourd'hui, c'est une norme internationale. C'était un succès fabuleux. Alors, si je résume, c'était 95, on arrive à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies se saisisse de cette question. Et 2 ans plus tard, on a l'interdiction formelle de la Convention d'Ottawa. En 97. En 97, pour l'interdiction, avec le prix Nobel de la paix pour notre campagne. Aujourd'hui, on peut dire que le traité d'Ottawa d'interdiction des mines antipersonnelles est un succès. Bien sûr, puisque, hélas, il en reste beaucoup sur Terre. Bien sûr, il faut dépolluer, c'est très long. J'ai un moment très fort aussi dans cette aventure contre les mines antipersonnelles. C'est à une pyramide de chaussures, il y a peut-être une dizaine d'années, où on a remis aux autorités une boîte de terre qu'on avait ramenée du Mozambique, dans un coffret en bois du Mozambique, pour dire voilà, le Mozambique est maintenant libre de mines, la dépollution est terminée. 20 ans de déminage. Bon, ça fait partie aussi de notre histoire, de notre ADN. Ne jamais renoncer et ne jamais s'arrêter. Donc il fallait continuer, on l'a fait. Donc on continue. Il y a encore des victimes, hélas, aujourd'hui, mais on a divisé par 6 aujourd'hui le nombre de victimes de mines antipersonnelles. Et surtout, il n'y a pas trop d'usage, même s'il y a encore des États qui transgressent. Mais en tout cas, les 164 États qui ont signé le traité, aujourd'hui, respectent leur engagement. Et ça, c'est une victoire internationale dont personne, il faut le rappeler, ne croyait. Quand on a commencé cette campagne, ça faisait rire un peu dans les chancelleries en disant « mais ils sont fous, ces humanitaires ». On ne pourra jamais arrêter les mines antipersonnelles. Eh bien, ça a été fait. Je crois que la plupart des chancelleries des militaires disaient mais en fait, on en a besoin de cette arme-là. C'est vital pour nous. Et en fait, on voit que non. Bien sûr. Et on a eu la même chose plus tard dans le combat quand on a lancé la campagne contre les bombes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions, ça c'était au moment où tu étais directeur du plaidoyer, du combat politique à Achy. Oui. Revenons là-dessus. Alors, mais peut-être expliquons ce que c'est que les bombes à sous-munitions, parce que c'est quand même très particulier. C'est très très différent. Ça parle beaucoup moins à l'opinion publique. Ce sont des armes extrêmement sophistiquées qui ne sont pas à disposition de tous les États. Il faut être relativement riche et équipé. Ce sont des bombes plus ou moins grosses qui contiennent à l'intérieur quelques unités de sous-bombes, de sous-munitions, jusqu'à plusieurs centaines. En fait, ça permettait à un avion de passer sur un champ de bataille une seule fois et de larguer 600 bombelettes d'un coup sur les chars qui étaient en dessous, etc. C'est une arme de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'on peut s'imaginer un genre d'énormes containers qui contient des petites bombes qui peuvent être grosses comme une balle de tennis ou un peu plus. Oui. Ça s'ouvre en vol et ça largue sur une large étendue plein de ces petites bombelettes, là, comme tu les as décrites. Oui. Et donc le problème de cette arme, c'est qu'elle est absolument imprécise.
totalement imprécise et dévastatrice, puisque quand on a engagé les négociations diplomatiques, c'était donc à Oslo, je m'en souviens avec une réelle émotion, 45 pays étaient représentés. Et nous attendions fébrilement ce qu'ils allaient déclarer en ouverture des négociations. Et c'était un peu la douche froide pour nous. Le Canada, en l'occurrence, qui était le pays père du traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles, a fait une déclaration politique en disant finalement il y a un problème à régler, mais vraiment à la marge, parce que c'est une arme extrêmement précise, redoutablement efficace, donc il n'y aurait pas vraiment de raison si ce n'est à évacuer quelques modèles qui peuvent être dangereux. Et donc ça a été pour nous très compliqué, mais il a fallu se battre. Et il faut toujours le rappeler à nos auditeurs, les signatures de pétitions, c'est essentiel. J'en ai été le témoin dans toutes ces années de négociations diplomatiques. Et on est arrivé à Oslo et on a remis sur chaque table de délégation diplomatique un gros bouquin dans lequel on avait juste imprimé les noms et les prénoms des 450 000 premières personnes qui demandaient l'interdiction des bombes à sous-munitions. C'était lourd, encombrant, on les a trimballés, on les a distribués. Eh bien, contre toute attente, tous les diplomates sont repartis avec ce bouquin qui était un poids physique, c'était assez lourd, mais surtout un poids symbolique de l'engagement des citoyens qui disent « Nous sommes aux côtés d'Handicap International pour demander l'arrêt de la barbarie ». Et ça a toujours du poids aujourd'hui. Il faut que les citoyens comprennent bien que signer une pétition, ce n'est pas un geste inutile, c'est un vrai acte citoyen et qui a son poids politique dans les négociations. Ce n'est pas Handicap International qui demande quelque chose, ce sont des centaines de milliers de gens qui nous accompagnent et qui viennent conforter notre démarche. Et donc ça a été un moment aussi extrêmement important, alors assez fébrile parce qu'on ne voyait pas comment ça allait évoluer. Et puis 5 ans de campagne, 5 ans à traverser la planète dans toutes les négociations diplomatiques, toujours en emmenant avec nous des survivants qui témoignaient devant les diplomates pour dire voilà, j'ai perdu la moitié de mon corps, j'ai eu un bras arraché par une sous-munition, etc. Et je vous demande d'aborder le problème de fond et d'interdire ces armes. Et on a eu un moment extraordinaire qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était au Pérou, à Lima, une étape donc sur une conférence régionale, et nous avions des diplomates qui bien sûr disaient il faut effectivement supprimer les bombes à sous-munitions qui sont avec un taux d'imprécision supérieur à 1%. Voilà. Sinon ça peut très bien fonctionner et on n'a que des bombes qui sont sûres à 100%. Et on avait fait un test avec des experts internationaux indépendants, avec des bétonnières, et dans chacune d'elles il y avait une sous-munition qui était censée être toujours efficace, etc., etc. Et une par une, toutes les bétonnières ont explosé parce que ça n'existe pas. Une sous-munition intelligente qui, quand elle n'a pas explosé au moment de l'impact, devient inerte. Et donc là, ça a été évidemment une bascule importante puisqu'on a pu dire, arrêtez de dire des âneries, une bombe qui ne s'autodétruit toute seule et ça n'existe pas. Voilà, on a toujours dit, les seules bombes intelligentes, c'est celles qu'on n'utilisera pas. Et moi, une chose importante, c'est que tu nous dis que signer une pétition, c'est un outil politique qui n'est pas du tout ringard, qui est fort, qui a un vrai impact. Surtout pas. On est dans ces négociations internationales très experts. On pratique depuis 25 ans toutes ces négociations sur les questions d'armement et surtout pour le désarmement. Mais on est à chaque fois nourri de nos expertises de terrain parce qu'on est sur le terrain avec les gens, parce qu'on fait du déminage, on fait l'identification des armes qui sont sur le sol et on a une reconnaissance pour ça. Mais le poids citoyen qui l'accompagne est déterminant. Si encore une fois ce n'était qu'une question de quelques experts qui disent « attendez, vous avez des armes qui sont fragiles, pas sûres », ce ne serait pas suffisant. C'est la mobilisation des citoyens. Nous avons la chance d'être dans des pays démocratiques. On peut faire des choix en votant, on peut faire des choix de consommateurs en achetant ou en n'achetant pas, mais on peut aussi signer des pétitions en disant « là, je soutiens cette cause et c'est déterminant ». On l'a dit hier à la journée des scolaires, à tous les enfants, on leur a dit « demain, c'est vous, les adultes ». Donc ne laissez pas vous laisser entendre que les choses, c'est dans la fatalité, on n'y peut rien. On peut changer les choses en s'engageant comme citoyen, en soutenant des appels par une pétition sur une cause qui nous est chère. Les nôtres, me semble-t-il, sont évidemment particulièrement importantes. Et bien évidemment, pour un petit rappel à notre public, en ce moment, la pétition qu'on appelle à signer est la pétition
contre les bombardements en zone peuplée. Oui. Là aussi, un très très grand combat. Et Bien on sûr. est à quelques mois peut-être d'un changement historique. Hein. Alors on l'attend, on est sur une déclaration politique puisque c'est une arme qui reste légale, mais l'usage qu'on en fait dans les zones urbaines devient une transgression du droit humanitaire. Donc ce qu'on demande, c'est aux États de s'engager pour ne plus utiliser ces armes surdimensionnées dans les villes qui sont les seuls lieux de combat. Et à quelques mois de l'échéance, nous avons des débats avec les chancelleries et bien sûr avec le ministère des Affaires étrangères français, qui est plutôt réservé sur ce que nous demandons. Et plus que jamais, dans les quelques semaines qui nous restent, il nous faut le maximum de soutien citoyen pour dire, avec Handicap International, nous vous demandons expressément de ne plus jamais utiliser ces armes en zone peuplée. C'est pas plus compliqué que ça, et surtout de faire ce qu'on appelle de l'assistance aux victimes, c'est-à-dire de reconnaître que quand on a bombardé et anéanti des villes, on l'a dit et redit, on dit aujourd'hui que la Syrie, il va falloir plus de 30 ans pour la reconstruire, une génération. Il faut absolument arrêter ce carnage et assister les populations victimes. Donc là, c'est extrêmement important. Chaque signature compte et chaque signature est d'abord un réconfort pour nous, parce que ce n'est pas toujours très simple d'aller négocier avec les diplomates et les militaires pour leur dire voilà ce qu'on attend dans une déclaration politique, mais c'est déterminant parce que nos élus entendent la voix des concitoyens et qui disent ah, là, il faut quand même qu'on écoute ce que nous disent les gens. Et avec Handicap International, on a cette capacité d'interpellation qui reste extrêmement positive et déterminante. Je crois qu'on peut faire un rappel à toutes les personnes, à tous ceux et celles qui nous suivent là, en live sur les réseaux sociaux, qu'on a déjà 560 000 signatures et vous pouvez aller sur le site de Handicap International France, signer la pétition Stop Bombing Civilian. On a besoin de votre signature, on a besoin de votre soutien justement pour être plus fort auprès des politiques. Donc plus nombreux. Et plus nombreux. On est à quelques mois justement de la signature de cet accord international qui va encadrer drastiquement les bombardements en zone peuplée, c'est ça l'objectif. Exactement. J'ai envie de rembobiner un petit peu le film. Pourquoi au départ, une organisation comme Handicap International, qui est une organisation essentiellement de kiné, de réadaptation, s'engage dans ce combat politique? C'était encore une fois un constat avec Jean-Baptiste, Richardier, Claude Simoneau et les premières équipes, qui étaient petites organisations, c'est de se dire, c'est très bien, chaque fois qu'on peut sauver des vies en pouvant amputer une personne pour pas qu'elle meure, l'appareiller, mais il faut aller à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est cet usage démentiel, délirant de mines antipersonnelles qui deviennent des freins au développement, des atteintes à la dignité humaine. Donc si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, c'est sauver les vies, mais préserver les vies. Et pour préserver les vies, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était faire interdire les mines antipersonnelles. C'est, j'allais dire, aussi simple que ça dans la démarche. Ça a été extrêmement compliqué, ça l'est toujours, parce qu'il faut toujours convaincre et rappeler aux États leurs obligations sur le traité d'Ottawa, dont on célébrera les 25 ans l'année prochaine, et on le marquera fort. C'est-à-dire, le travail n'est pas fini. On a encore besoin de l'engagement des États pour dépolluer les pays qui le sont encore, mais aussi pour financer le déminage, l'appareillage et aussi la reconstruction des vies qui sont définitivement abîmées par la blessure et puis par le traumatisme de tous ceux qui ont vécu et survécu en voyant les proches autour d'eux mourir sur cette imbécilité qui est la mine antipersonnelle. C'est fait, mais ce n'est pas terminé. Donc la détermination d'handicap, elle est dans notre ADN et on aura besoin encore longtemps du soutien de nos sympathisants, de nos donateurs pour aller jusqu'au bout de la démarche. Alors, il nous reste un peu plus de 2 minutes et j'ai envie de te poser une dernière question. Tu as été directeur du plaidoyer, tu as 20 ans de recul un petit peu sur les combats politiques de Handicap International. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plus difficile ou c'est plus facile pour une ONG comme Handicap International de se faire entendre des politiques, de mener ces combats? Comment tu évalues l'évolution de nos rapports aux politiques? Alors, à mon avis, il y a deux choses, une positive que l'autre. La première, c'est que nous avons, je pense, et je le vis dans mon travail, installé une reconnaissance internationale. Nous sommes reconnus comme étant des gens sérieux, experts, déterminés,
Et donc nous sommes beaucoup sollicités pour accompagner des États qui ont envie d'aller plus loin. Il y a ceux qui freinent des cas de fer, mais il y a aussi beaucoup d'États qui nous demandent de les guider dans leur stratégie pour améliorer le droit international humanitaire. Ça, c'est le côté, à mon avis, positif, c'est notre reconnaissance. Le point le plus critique aujourd'hui sur les combats, sur la violence armée, c'est le contexte mondial aujourd'hui. Et on l'a vécu depuis 20 ans, tout le monde s'en souvient, le 11 septembre, où tout d'un coup on a dit la barbarie des groupes terroristes est partout, elle peut aller frapper partout. Et donc pour beaucoup d'États aujourd'hui, l'argument pour freiner nos ardeurs, si j'ose dire, c'est de dire, face à la barbarie, il faut qu'on reste extrêmement fort. Donc laissez-nous faire ce qu'on fait, on le fait bien. Et alors on leur dit que c'est pas vrai, parce qu'il y a tellement de victimes, mais en tout cas, l'argument c'est toujours la lutte contre le terrorisme. On sait que la réponse militaire n'est jamais la bonne réponse sur la lutte contre le terrorisme. Ça n'a jamais fonctionné. On a gagné la paix, on a gagné des processus de pacification du pays avec l'engagement des citoyens qui disent faisons mieux les choses, et ça fonctionne, même pour les groupes armés non étatiques, comme on les appelle, parce qu'ils finissent aussi par entendre que les citoyens n'acceptent plus la barbarie. Je rappelle à nos spectateurs et nos spectatrices que vous pouvez aller sur le site d'Handicap International, signer la pétition contre les bombardements en zone peuplée sur pyramidesolidaire.fr. Merci de nous avoir suivis. Merci Jean-Marc pour toutes ces explications et tout cet historique des combats d'Handicap International. C'est vraiment passionnant. Et voilà, nous allons continuer nos programmes.